Mamadou Wane Dimao, il est spécialiste des questions de culture et de société. Vous le devinez aisément, il est alors sociologue. Merci Mamadou Wane d'avoir répondu à notre invitation. Merci Binta, merci également à tous vos téléspectateurs et c'est un plaisir pour moi d'être sur vos plateaux. Oui, plaisir partagé. Nous vous recevons dans un contexte marqué par la recrudescence des cas de coronavirus au Sénégal. Certains l'expliquent par le fait que beaucoup parmi les Sénégalais se sont relâchés. Est-ce que le sociologue que vous êtes d'accord qu'il s'agit là d'une affaire de relâchement des populations? Bon, moi je pense que le relâchement, il est là, il est constaté de manière empirique, de visu si vous voulez, pour être très simple. Mais quelles sont les causes, ça c'est autre chose. Oui. Le relâchement a lieu dans un contexte où il y a eu la première vague. Et la première vague, bon, il y a une communication de triomphalisme pratiquement. Triomphalisme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on maîtrise la situation, on est arrivé à une tendance baissière, bon, on a gagné, bon, en plus des slogans, vivre avec le virus, bon, et c'est ça le problème, qui est venu maintenant se rajouter sur des comportements qui ont été sédimentés pendant plusieurs siècles. Par exemple, la Covid-19 ne touche pas seulement les questions de santé, touche notre vécu social. Et je pense que le vécu social, je donne un exemple, ne pas se donner la main, dans notre culture, c'est quand même très difficile à accepter dans l'imaginaire des personnes. Dans les formes de représentation, donner la main est un signe de politesse. On a été éduqué comme ça. Ce que je veux dire, bon, ce que j'appelle les espaces de socialisation, autour du bol, oui, autour du bol, les baptêmes, les mariages, les funérailles. Le rituel, à mon avis, religieux, le fait religieux, ça fait partie d'un ensemble de notre culture qui a été touché. Et parmi ce qu'on appelle aujourd'hui les mesures barrières, la distanciation sociale nous touche plus que l'Europe. Parce que nous ne sommes pas des sociétés à base d'individus et notre développement n'est pas arrivé à casser quelque part les dynamiques collectives, les dynamiques communautaires. Donc, pour nous, c'est très difficile. On ne peut pas l'obtenir tout de suite. On ne peut pas, en 1 mois, 2 mois, 3 mois, ne plus se saluer, ne plus se faire la bise. Je donne des exemples comme ça. Bon, la distanciation sociale pose des problèmes dans notre contexte culturel. Mais c'est le contexte qui l'oblige. Mais le contexte est venu, le contexte l'oblige. Mais quand le contexte l'oblige, il faut une stratégie de communication. Et celle-là n'est pas la bonne. Celle-là n'est pas, parce que c'est normal. Pour compléter ça, il faut ce qu'on appelle les actes d'autorité. Les actes d'autorité, c'est comme par exemple le couvre-feu, bon, c'est l'état d'urgence sanitaire, mais qui doit tenir compte également du mode économique, hein, du principal mode économique. Le principal mode économique dans notre pays, c'est quand même le secteur, ce qu'on appelle le secteur informel. Les métiers de survie en milieu urbain, les gens se retrouvent le soir, la vie du soir est dense. Et dans nos quartiers populaires, c'est le moment de Tangana, c'est le moment de dibiterie, c'est le moment de reconfigurer les liens sociaux à travers bon, les grandes places nocturnes, surtout pour les jeunes qui doivent se cacher bon, pour plusieurs, pour même exister au plan affectif, etc., etc. Moi, je pense qu'on n'a pas tenu compte de ça. Et justement, quel langage faut-il tenir à ceux qui ne veulent pas tout de suite rompre avec nos traditions culturelles? Non, c'est-à-dire que, à mon avis, le langage qu'il faut tenir, est-ce que l'État qui communique à ce qu'on appelle cette légitimité du langage? La question de légitimité du langage se pose. Parce que les gens vont dire, eux, ils sont salariés. Eux, on les voit rouler en 4x4. Eux, ils sont dans, bon, c'est le luxe. Bon, disons, quelque part, ils roulent dans des bolides, des trucs. Ils envoient des symboles de richesse. Ils ont des comptes bancaires. Ils ne sont pas touchés par ça.
Alors que nous, on est touchés. Si on ne vend pas, si on ne gagne pas un peu d'argent, ça nous pose des problèmes. Et ensuite même, quand vous regardez un peu la sociologie des repas, beaucoup de gens, les jeunes ne mangent plus à la maison. Mangent le soir, en bande, dans des... Bon, ils vont prendre le fondé, ils vont prendre le truc. Donc, à mon avis, ça pose un problème. Malgré tout, c'est là la difficulté. Malgré tout, il faut des actes forts. À qui incombe d'abord la légitimité du langage alors? La légitimité du langage, elle est partagée en différents acteurs. Les acteurs qui sont reconnus socialement. Et quels sont ces acteurs? Les acteurs reconnus socialement, on peut dire, les leaders communautaires. Les relais communautaires. Bon, disons les leaders, ceux qui sont acceptés dans leur quartier, et à travers les ASC, je donne un exemple pour les jeunes, qui ont cette légitimité. Les leaders politiques qui ont de la légitimité. Les leaders politiques, auxquels les jeunes s'associent. Cette jeunesse digitale, je donne un exemple comme ça, s'associe plus à un certain type de leader que moi, ma génération. Peut-être nous sommes la génération de harangueurs de foule, mais aujourd'hui c'est une génération des révolutionnaires qui voulaient changer le monde, mais c'était tout pire. Elle vaut ce qu'elle veut. Elle a produit des choses qui sont valables. Les idées de partage, les idées de tenir compte du peuple, les idées de tenir compte de notre culture, les idées de ne pas, que les gens ne perçoivent pas le message comme du mimétisme occidental. La France a pris telle position, vous prenez telle position, etc., etc. Donc pour moi, pour revenir, il y a aussi ce qu'on appelle ce manque de crédit des gens qui ont eu à gérer la crise, qui ont eu à avoir des milliards. C'est toujours l'État. Donc, les gens ont contribué. La première vague, tout le monde a accepté. Disons, il y avait un consensus national sur cette question. Les gens ont accepté. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les gens ont renoncé même à aller prier collectivement. Les grands leaders religieux qui ont cette légitimité aussi de la parole, etc., c'est important. Hein? C'est important. Ils n'ont même pas besoin de parler. Quand on voit un leader religieux dans un contexte, dans une culture où ce qu'on appelle, je donne l'exemple d'une digue, les gens se réfèrent. Dès qu'on voit porter le masque, les gens portent le masque par mimétisme. Il faut arriver aussi à ce que les industries de mode, aujourd'hui, faire en sorte que votre perruque, aujourd'hui, vous la voyez, beaucoup de Sénégalais portent la perruque. Il faut aussi modéliser. Je ne sais pas, peut-être il y a des personnes qui vont prendre ça en compte. Votre tailleur, la façon, les artistes, les créateurs de mode. Mais pourquoi quand tel mode, je donne un exemple, ce que je porte, ce que vous portez, il y a des gens, dès qu'ils voient ça, ils le font parce qu'ils vous prennent comme un modèle. Dis-moi, il y a des gens qui me prennent comme un modèle, qui ont envie d'être comme moi. Est-ce que ces gens ont été, à mon avis, sollicités? Ce n'est pas quelques petits spots. Non, je pense que c'est une communication pour le changement. Et la communication pour le changement prend du temps. Et c'est pourquoi il faut, entre le changement... et les comportements aussi sont liés à ce qu'on appelle le contexte socio-économique. Le contexte socio-économique. C'est un déterminant très important dans le façonnement des comportements. Alors, je reviens à ça. On ne peut pas obtenir en 3 mois, même si on a peur. Tout le monde a peur. Moi, par exemple, j'ai peur. Tout le monde a peur. Peut-être c'est mon âge. On essaie de faire je me dis qu'on est dans une loterie, ça peut m'arriver. J'entends tous les jours. Personne contact, personne, cas communautaire, le nombre de personnes en réanimation. Je dis peut-être demain c'est mon tour. Dans mon quartier, on te dit, voilà, tel. Donc ça veut dire que le virus circule à mode XXL. Et des fois, tu te dis, ils ne te disent pas la réalité. C'est plus que ça dans la réalité. Absolument. On te dit, oui, Dakar, parce que les gens peuvent se faire tester à Dakar. Mais ailleurs, les gens ne peuvent pas se faire tester. Les autres n'ont pas la culture d'aller voir les structures de santé. Mais sauf qu'on entend de plus en plus l'État plaider pour l'engagement communautaire, mais ça ne prend toujours pas. Mais pour moi, c'est un slogan.
On ne peut pas attendre maintenant pour dire l'engagement communautaire. Concrètement, c'est quoi l'engagement communautaire? On va te dire, c'est Ndeyou Badjen, etc., etc. À mon avis, oui, l'engagement communautaire, c'est aussi, à mon avis, travailler pour développer ce qu'on appelle le renforcement des capacités de résilience des communautés. Ça, c'est dingue. Le renforcement des capacités des communautés à contribuer à la réponse. Est-ce que le fait uniquement de faire appel à un lutteur, de faire appel à un sportif, de manière sporadique, mais pas continue dans une stratégie globale, systémique? Parce qu'on voit, à mon avis, des actions, mais on ne voit pas la stratégie. Jusqu'à présent, moi, je ne peux pas vous dire, honnêtement, quelle est la stratégie de communication du gouvernement. C'est pourquoi d'ailleurs certains ne s'adaptent pas à ces actions-là, du genre couvre-feu partiel. On a vu des jeunes quand même qui se sont affrontés avec les forces de l'ordre pour dire non. Non, c'est normal. C'est normal. D'abord, il y a dans cette jeunesse, moi je parle de ma jeunesse, toutes les jeunesses de ce pays-là, je veux dire, vous prenez les tranches de jeunesse, cette capacité de révolte contre l'ordre établi, il faut en tenir compte. Moi, je serai planificateur de politique publique, ou je serai quelqu'un qui doit prendre la décision, je vais me dire, tiens, il peut y avoir, peut-être qu'ils l'ont fait, moi j'en sais rien, mais il peut y avoir une hypothèse de contestation. Mais qui va porter la contestation? Ce n'est pas moi qui va porter ça. Ce sont les jeunes qui vont porter. Parce que c'est les jeunes les plus touchés. Hein? Et peut-être que les autres, ils entendent leur grand-mère parler. Ils entendent leur oncle parler. Ils entendent dans la maison. Et peut-être qu'eux, ils ne peuvent pas sortir. Mais les jeunes peuvent sortir et poser pour tout le monde un problème qu'il faudra résoudre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le couvre-feu. Je n'ai pas dit ça. Mais quand vous prenez cette décision, vous devez le prendre dans la légitimité. Est-ce que ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous êtes légitimement fondé à le faire et que les gens vous suivent? Non, parce qu'on vous a donné une caution de l'ensemble du peuple pendant 3-4 mois, on n'a pas vu les résultats. Alors que pendant ce temps, vous nous dites que vous avez réglé le problème. Vous nous dites que le Sénégal est champion dans la stratégie de lutte, dans la stratégie de réponse à la Covid-19. Vous dites même que vous avez obtenu un deuxième prix international. Mais moi, mon logiciel va capter tout ça. Et donc je me dis, voilà, je suis quand même dans un pays qui est le meilleur du monde. Donc je peux me permettre certaines libéralités, un bon comportement des Sénégalais, je peux me permettre de ne pas porter mon masque, etc., etc. Et quand vous voulez rendre quelque chose obligatoire, vous contribuez à la production de cette chose. Nous, on ne produit pas des masques. À l'échelle, je veux dire, de millions. Et on ne le distribue pas non plus. On ne le distribue pas. Gratuitement. On ne le distribue pas gratuitement. Ça pose des problèmes. Ni les... Bon, il y en a quelques personnes qui le font, etc. C'est médiatisé à la télévision. Mais est-ce que ça, c'est pas du voyeurisme plutôt qu'autre chose? Parce que le travail de l'engagement communautaire, c'est un investissement de plusieurs années. Est-ce que cela veut dire que mettre les forces de l'ordre dans la rue, cette communication de dissuasion n'est pas la bonne? Mais moi, je pense que les forces de l'ordre peuvent être dans la rue. Parce que l'État doit... Pour forcer les jeunes à mettre leur masque, c'est juste les dissuader, mais ça ne prend pas. Oui, mais il faut l'accompagner, en plus de ça, d'une campagne de sensibilisation. Que les forces de l'ordre même soient investies comme... il faut les mettre en première ligne de la communication. Ce qu'on appelle le front line, c'est-à-dire en première ligne. Dans une guerre, c'est des tranchées, les guerres. Bon, le premier niveau de résistance, ça doit être aussi pas seulement des tireurs d'élite, ça doit être aussi des gens influenceurs. Alors, on a vu aussi que le couvre-feu a été fait de façon parcellaire, Dakar et Thiès. Les gens refusent quand même, ils ont dit que ce n'était pas la bonne solution. Bon, mais moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec les gens sceptiques. Parce que quand on... D'abord, c'est ce que je vous dis. Par exemple, les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Santé. Est-ce qu'on a associé l'Agence nationale des statistiques
pour avoir une analyse statistique. Parce que les chiffres, il faut les analyser. Absolument. Pourquoi il y a plus de cas à Dakar? C'est parce que Dakar a plus de population que plusieurs villes réunies. Dakar, vous avez plus d'offres de services de santé. Donc les gens tout est concentré à exactement, exactement. Les gens, quand ils ont les premiers signes, peut-être c'est Dakar, où l'accès aux services de santé pour se faire, comment dirais-je, dépister et tout là, oui. C'est plus facile. Oui. Peut-être, j'en sais rien. Bon, parmi les gens qui sont positifs, quel est le pourcentage de femmes? Quel est le pourcentage d'enfants? Quel est le pourcentage? Vous prenez même les catégories socio-professionnelles. Mais vous avez une cartographie des quartiers. Et c'est vrai que tu as des quartiers les plus huppés qui sont les plus touchés quand vous regardez, etc. Mais par ailleurs, il y a des villes, il y a des régions où ce qui, à mon avis, fait qu'on a pris le couvre-feu, en fait, pour Dakar et Thiès, est valable aussi pour d'autres régions où vous avez le taux de prévalence qui est quand même élevé quotidiennement. Mais peut-être que là-bas, les gens, le pouvoir a peur des réactions. Parce que n'oublie pas que la première fronde contre les premières mesures, c'est venu quand même des milieux religieux. Il ne faut pas l'oublier. C'est venu des milieux. Est-ce que le pouvoir est prêt à affronter le milieu religieux ou pas? Ça pose problème. Ça veut dire aussi qu'il n'a pas assez communiqué avec le milieu religieux. On ne peut pas avoir le pouvoir et ne pas avoir un dialogue permanent avec les décideurs religieux. Ça pose un énorme problème. Il faut les voir, comme on disait nous à d'autres époques, la conscience de la révolution. La conscience. Il faut, à mon avis, si aujourd'hui le pouvoir qui a cette capacité d'aller voir ces décideurs pour les amener à voter, il faut avoir cette même capacité pour les amener à faire partie aujourd'hui des influenceurs. Mais aujourd'hui, avec ces mesures de restriction et d'interdiction que l'État est en train de prendre de façon unilatérale, est-ce qu'on ne va tout droit vers l'explosion des frustrations dans la rue quand on veut tuer quand même la petite économie? Non, mais je vous dis que c'est clair qu'il y a ce danger de révolte pour la survie des couches populaires. Oui. Vous prenez les couches populaires, par exemple, prenez la cartographie des gens qui se révoltent, c'est quoi? La Médina, la vie nocturne à la Médina, tout le monde sait que la Médina, c'est la vie nocturne. Nous-mêmes, quand on était jeunes, on quittait les SICAP pour aller à la Médina, les Tangana, le Stargate, j'ai oublié, la musique, les boîtes, la rue, les débiteries, c'était ça. Mais si on dit maintenant, vous n'avez plus ça, qu'est-ce qui reste à la Médina? Vous allez à Qu'est-ce qu'il propose en retour? C'est ça le problème. Ce que l'État doit proposer. C'est le problème. Oui. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, par exemple, même le fait de dire, voilà, on donne telle partie à telle catégorie sociale et qu'on ne donne pas à d'autres catégories sociales qui sont même beaucoup plus impactées, pose un problème d'équité. Absolument. Donc, mais pour moi, dans la représentation aussi, pour que le discours soit crédible, il faut ce qu'on appelle l'équité dans la redistribution des ressources, etc. Mais quand vous enlevez, vous êtes à la Médina, il faut être capable de leur dire, on le fait pour quelque temps, mais demain sera mieux. Mais comment faire justement pour cette équitabilité des ressources? On a vu ce qui s'est passé lors de la première vague, la résilience économique qui n'a pas trop fait mouche. Hein. Il y a même certains qui disent que ça a été un échec, distribuer des sacs de riz, 1 kilogramme de sucre, de l'huile. On ne peut pas refaire la même chose. Non, mais c'est très clair. Oui. C'est très clair qu'aujourd'hui, cette façon, cette réponse par l'alimentaire, c'est ce que j'appelle la réponse par l'alimentaire, pour moi a été un échec. Total. Ou en tout cas, ça a montré ses limites. Oui. Est-ce qu'on peut reconduire la même chose pour la deuxième vague? Je ne pense pas. Donc, quand vous êtes en train de faire quelque chose, il faut penser à pérenniser cette chose que vous êtes en train de faire. Parce que si vous reprenez les mêmes dispositions en termes d'état d'urgence, et qui a un impact sur l'économie, en termes de couvre-feu, qui a un impact sur l'économie, en termes de distanciation sociale, c'est-à-dire même au niveau du lieu de travail. Oui. Et le lieu de travail, pour nous,
hein, le télétravail ne peut pas remplacer en Afrique le travail, c'est-à-dire le fait d'être ensemble. Ma relation dans le bureau, votre relation à TFM, c'est que vous entretenez des relations sociales, familiales. Chaque jour, il y a quelque chose, il y a une plus-value sociale. Alors que si vous restez chez vous, les travailleurs, c'est quand même... On est encore plus stressé. Mais pour moi, c'est continuer le logiciel d'occidentalisation de notre culture. On ne doit pas le suivre. Il faut réinventer le travail. Je suis d'accord avec vous. Il faut prendre des mesures. Quelles sont les mesures à prendre pour arriver à couper la chaîne de transmission sans qu'il y ait un impact grave sur notre vécu social. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut amener les jeunes, changer complètement la stratégie communicationnelle, amener les Sénégalais, les récalcitrants à s'approprier le combat et après les laisser vivre avec le virus peut-être et tout en respectant les gestes barrières. Pour moi, la meilleure façon d'impliquer les jeunes, c'est de montrer que nous sommes là pour servir, vous servir. Nous sommes là pour la cause du peuple. Les mesures, à mon avis, quand mesures il y a, des mesures doivent être des mesures de protection sociale des couches les plus vulnérables. Mais moi, quand dans votre politique, je ne vois pas ça. Et je vois qu'on parle des marchés, de passation de marchés qui ne sont pas dans les normes. Oui, ce que le président avait dit qu'on ne pouvait pas faire face à une seconde vague, économiquement parlant. Mais c'est les protections sociales, comment l'État va se prendre. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. On nous a dit aussi de vivre avec le virus. Une fois que vous dites vivre avec le virus, il n'y a plus raison de prendre des mesures comme des mesures draconiennes comme ça. Donc, à mon avis, sauf si nous restons humbles et nous reconnaissons que effectivement cette stratégie-là a des limites et qu'il faut, à l'instar du monde entier où on est en train de faire des reconfinements, nous aussi on est obligé de passer par cette phase qui est moins douloureuse. Est-ce qu'on peut passer par le reconfinement chez nous? Moi je pense que le reconfinement ça dépend de la gravité. Ça dépend de la gravité. Moi, je préfère le confinement que le Sénégal disparaisse. L'espèce, je ne parle pas du Sénégal, mais l'espèce disparaisse. Ça, c'est très clair. Mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, le confinement, à mon avis, on peut le prendre, il est faisable? C'est la faisabilité. J'ai dit non, à l'état actuel, il n'est pas Alors faisable. le vaccin, ça risque aussi de poser problème. On annonce une stratégie nationale de vaccination au plus tard entre mars 2021. Il y a déjà des gens qui commencent à dire « je ne me ferai jamais vacciner ». C'est aussi un autre manque de confiance qui commence à s'installer avant l'heure. Bon, d'abord, le drame de l'Afrique, c'est que nos vaccins viennent de l'extérieur. C'est très clair. Ça, je dis que c'est le drame. Peut-être que nous n'avons pas les moyens. C'est l'échec. Vous ne pouvez pas me dire, si vous mettez ensemble la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, et j'en passe, le Maroc, on n'est pas capable d'avoir une politique vaccinale indépendante. Si, par exemple, nous ne sommes pas capables de défier, d'avoir de grands défis, nous aurons toujours un petit problème. De dire, voilà, ce vaccin va tuer les Africains, etc., etc. Alors, pour moi, c'est le premier défi qu'on a, de notre dépendance absolue par rapport à ces grandes firmes au niveau international. Cuba, qui a vécu le blocus des Américains depuis je ne sais pas combien d'années, a son vaccin. Bon, maintenant, le doute, c'est tout le monde. Vous allez aux États-Unis, il y a des gens qui te disent qu'ils doutent. Les théories complotistes, vous savez, je ne veux même pas... Absolument. Ça a mené à quoi aux États-Unis? Plus grave même que le virus actuellement. Il y a un danger de la démocratie. Donc, ailleurs aussi, en France, aujourd'hui, vous faites un sondage, 50%, je pense, même plus, disent qu'ils ne vont pas se faire vacciner. Donc, la stratégie de vaccination, ce n'est pas seulement la disponibilité du vaccin, c'est aussi commencer à expliquer, commencer à avoir une communication pour disons, pour que les gens eux-mêmes, etc. s'approprient le vaccin. Bon, très bien. Entre nous, moi, mon âge, notre génération, nous serons les premiers. Absolument, et les comorbidités également. Merci beaucoup à Mamadou Wane dit Mao. Il est sociologue, spécialiste des cultures et des faits de société. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.